Radio J. Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Mohamed Sifawi. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste et politologue spécialiste des mouvements islamistes. On vous doit notamment combattre le terrorisme islamiste, justement, paru en 2007, déjà chez Grasset, ou plus récemment Les Fossoyeurs de la République, paru aux éditions de l'Observatoire. Nous vous recevons aujourd'hui à l'occasion de la parution, cette fois aux éditions du Rocher, d'une monographie consacrée au Hamas, Hamas plongé au cœur du groupe terroriste. Ce livre, écrivez-vous, était en gestation depuis plusieurs années, mais sa rédaction a forcément, j'imagine, été accélérée par les terribles événements du 7 octobre en Israël. Comment expliquez-vous, Mohamed Sifawi, que jusque-là, le Hamas, ses ressorts idéologiques, ses objectifs stratégiques également, aient été si méconnus dans le monde occidental et notamment en France ? Parce que d'abord, je pense qu'on n'a pas su voir la transformation de ce conflit israélo-palestinien dès les années, je dirais, 70-80 et la religiosité qui a été ajoutée au conflit. Parce que jusque-là, c'était plutôt un mouvement nationaliste, même si certains de ses dirigeants et de ses cadres étaient issus de la confrérie des frères musulmans, il n'en demeure pas moins que le Fatah, l'OLP, le FDLP, le FPLP, s'étaient tous inscrits dans une dynamique nationaliste et qu'ils défendaient, tous ces cadres défendaient plutôt une vision laïque d'un futur État palestinien qu'ils appelaient de leur vœu, et ils militaient pour cela, y compris en prenant les armes. Et même la négociation par la suite à Oslo a gardé ce cachet-là. L'avènement de la pensée islamiste, ou plutôt lorsque la pensée islamiste a phagocyté véritablement la cause palestinienne, on n'a pas su voir cette transformation. Mais aujourd'hui encore, on n'arrive pas à voir ces transformations. À l'époque, c'est une conséquence. Alors évidemment, on reviendra sur l'influence des frères musulmans et de son idéologie. Est-ce que c'est une conséquence indirecte du vent qui a soufflé dans le monde arabo-musulman à la suite de la révolution islamiste en chiite, en l'occurrence en Iran, à partir de 79 ? Mais incontestablement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a commencé dans les années notamment 70, après le choc pétrolier, la pensée islamiste a commencé véritablement à dominer tous les combats dans le monde arabo-musulman. Et on l'a vu à partir de la révolution islamique en Iran, en 1979, les choses par la suite se sont accélérées. Le président Sadat, qui avait voulu sceller une paix durable avec Israël, a été assassiné en 1981. On a eu l'émergence des premiers mouvements islamistes un peu partout, y compris dans les pays du Maghreb. L'Algérie en a fait les frais très tôt, dès les années 90. Et après, nous avons assisté à une accélération, tant et si bien que si la première intifada, par exemple, était plutôt d'inspiration populaire, certes manipulée à la fois par l'OLP, mais aussi par le Hamas après sa naissance, la seconde intifada, elle, avait une connotation purement islamiste, à travers les actions qui étaient menées à la fois par le djihad islamique, allié historique, si j'ose dire, de l'Iran, dès sa naissance au début des années 80, et évidemment le Hamas, à travers des actions terroristes, des attentats suicides, un mode opératoire, alors qui pouvait ressembler à certains égards à ce que pouvait faire l'OLP à une certaine époque, mais avec quelque chose de supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a une pensée nihiliste, évidemment fortement antisémite, idéologique très forte, qu'on retrouvait d'ailleurs davantage chez les chiites avec le Hezbollah au Liban. Oui, d'ailleurs, ça c'est un autre sujet, mais c'est un débat interne à la mouvance islamiste qui a amené les réseaux terroristes chiites à convaincre, d'un point de vue théologique, les réseaux islamistes sunnites que l'attentat suicide n'était pas contraire au fondement de l'islam. Et c'est la raison pour laquelle, à partir d'une certaine époque, on peut voir ça à partir du milieu des années 90, les attentats suicides ont commencé à se multiplier, y compris au sein de la mouvance islamiste sunnite. Avec des membres terroristes du Hamas qui ont été formés aussi ou post-formés auprès d'autres miliciens du Hezbollah au Liban. Oui, donc il y a vraiment une infusion entre les deux mouvements. Très tôt, il y a eu des interpénétrations.
parce que, évidemment, ils ont su mettre de côté leurs divergences doctrinales, ils ont su mettre de côté leur lutte fratricide, historique, pour se focaliser sur la question d'Israël, qui est devenue un abcès de fixation. Et, qui est en fait la question juive, formulée différemment et dans un autre espace géographique. Mais évidemment, parce que quand on regarde et on observe, par exemple, moi je suis remonté très tôt sur les écrits de Hassan al-Banna. Oui. J'ai dans mes archives les premiers textes de Hassan al-Banna dès les années 20, avant même la naissance des frères musulmans en 1928. Et il commençait déjà à s'approprier l'antisémitisme ou plutôt les ressorts antisémites que l'on voyait en Occident, en Europe. C'est quelqu'un qui avait lu très tôt un certain nombre d'ouvrages d'auteurs antisémites et qui a commencé à s'approprier ces poncifs. Et donc, d'ailleurs, ce n'est pas par hasard, parce que c'est important, ce n'est pas par hasard si très tôt le tristement célèbre faux complotiste antisémite, les protocoles des sages de Sion, a très vite imprégné l'idéologie des mouvements islamistes. Est-ce qu'il y a déjà est-ce qu'on peut parler en tout cas dès Hassan al-Banna d'une hybridation entre l'antijudaïsme et l'antisémitisme plus racialiste des 19e et 20e siècles, déjà à ce moment-là? Oui, parce que, en fait, historiquement, qu'est-ce qu'on retrouve? Des choses assez curieuses d'ailleurs. Une des figures méconnues de la mouvance islamiste du début du XXe siècle, Rachid Rida, qui a beaucoup influencé Hassan al-Banna, avait pris une position en faveur du capitaine Dreyfus, par exemple, en disant mais c'était scandaleux ce que faisait subir la France à ce pauvre capitaine juif, c'était du racisme inacceptable, etc. Et quelques années plus tard, le même Rachid Rida, qui est un idéologue important islamiste de cette époque, a changé complètement son fusil d'épaule et il a commencé à distiller un véritable discours antisémite, mais alors là, en s'appropriant totalement les poncifs, comme je vous le disais, les poncifs occidentaux et notamment français. Et par la suite, des gens comme Hassan al-Banna, évidemment, progressivement. Alors, il y a eu deux périodes. Il y a eu une période avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une période après la Seconde Guerre mondiale, où évidemment, avec la Shoah, lorsque Hassan al-Banna a parlé avec des interlocuteurs britanniques, il a fait attention à ne pas verser dans le discours antisémite type nazi, parce que, évidemment, les liens qu'avait entretenu notamment un de ses proches, Amin al-Husseini, le moufti de Jérusalem, avec le régime nazi, il voulait un petit peu s'en démarquer, en tout cas dans la pure tradition du double discours connu des frères musulmans, et en tout cas dans son discours public avec les Occidentaux et singulièrement avec les Britanniques. Ouais, mais toujours est-il qu'on peut voir, en analysant les textes depuis les années 20, les années 1920, jusqu'aux années 50, la construction progressive d'un véritable discours antisémite qui, au départ, était, entre guillemets, antisioniste, mais très vite, le discours antisémite a pris le pas pour que les islamistes assument totalement, en allant chercher dans leurs textes du Moyen-Âge, dans les textes du corpus, ce qui pouvait servir comme justification, évidemment, à la construction d'un discours antisémite. Pour revenir à l'actualité, Mohamed Sifawi, structurellement, qu'est-ce qui distingue l'organisation interne du Hamas de celle du Hezbollah? Très peu de choses. En vérité, d'abord, l'une des erreurs qui est faite, avec beaucoup d'hypocrisie par beaucoup de diplomates occidentaux, c'est de vouloir à chaque fois détacher ou séparer la branche politique et la branche militaire. Alors, évidemment, ce qui est inhérent à la doctrine, c'est-à-dire les chiites ont une conception assez particulière, puisque, c'est relié quand même dans le chiisme du Dosima à la figure du Wilayat al-Faqih, c'est-à-dire la figure du guide suprême, aujourd'hui Ali Khamenei, et évidemment la figure de Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah. Avec le primat du religieux sur le politique. Il y a quand même un primat, évidemment, très, très, très important. Chez les sunnites, c'est beaucoup plus souple, si j'ose dire. La figure, évidemment, tutélaire de quelqu'un comme le cheikh Ahmad Yassine,
principal fondateur du Hamas, n'est pas du même ordre que celle du guide suprême qu'il fut Khomeini ou Ali Khamenei. À part ça, le reste, c'est quasiment identique, c'est-à-dire évidemment un conseil consultatif, un conseil politique. Alors, je souligne sur ce point, c'est que là aussi, que ce soit le Hezbollah ou le Hamas, pour aider un peu nos chers décideurs à mieux peut-être comprendre la situation, c'est que la politique dans ces organisations est au service de l'action terroriste. C'est la diplomatie qui est déployée aussi bien par le Hamas que par le Hezbollah est au service de l'action terroriste. Ce n'est pas l'inverse, c'est-à-dire que la fonction première de l'action politique, c'est de considérer que l'action terroriste est légitime, que l'action terroriste est le seul recours et que, d'une certaine façon, si Israël n'accepte pas de s'autodétruire, il n'aurait pas une autre solution que d'avoir recours à la force. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ceux qui parlent aujourd'hui de négociations ou de pourparlers, enfin, je n'ai jamais compris véritablement comment on pouvait négocier avec un groupe terroriste qui nie votre existence. Que ce soit le Hezbollah, c'est sa littérature et c'est les déclarations de ses principaux responsables, que ce soit Naïm Kassim, le numéro 2, ou Hassan Nasrallah, d'un côté ou du côté du Hamas, la charte du Hamas, tristement célèbre, mais aussi les déclarations des différents responsables du Hamas, ne laissent absolument aucun doute sur leur volonté de détruire l'État d'Israël. Donc partons de là. Mais alors, et encore davantage sur leur vision du monde démocratique, sur leur vision à propos de la laïcité, du monde occidental, etc. Ils sont extrêmement clairs. Et de ce point de vue-là, moi, je n'ai aucun mal, et soyez certains que je n'ai pas ni un abus de langage, ni une position excessive. Dire que ce sont des groupements totalitaires n'est pas du tout abusif. Ce sont des groupements totalitaires. C'est une idéologie totalitaire qui est à la base de ce que prône comme projet à la fois le Hezbollah d'un côté, sous l'égide du régime iranien, et le Hamas de l'autre. Donc vous avez des organisations qui sont véritablement des proxys, parce qu'on oublie aujourd'hui aussi de préciser que le Hamas et le djihad islamique sont aussi des proxys du régime iranien. Ils sont sortis complètement de la cause palestinienne. Ce sont vraiment des instruments. La cause palestinienne n'est qu'un prétexte aujourd'hui pour ces organisations et pour l'Iran afin de faire avancer d'autres objectifs sur le plan géopolitique. La question qui doit être réglée, c'est qu'on ne négocie pas avec ces groupes terroristes. C'est impossible. Ce n'est pas... Qu'est-ce qui empêche, par exemple, Mohamed Sifawi, la France et l'Union européenne de considérer que la branche politique du Hezbollah est terroriste comme l'est sa branche militaire? Qu'est-ce qui manque alors que les preuves sont là, les discours sont là, les agissements sont là de la part du Hezbollah? Franchement, je pense qu'il y a une incompréhension de la réalité du monde arabe. Regardez, par exemple... On veut continuer à peser en dialoguant. Il ne pèse sur absolument rien. D'abord parce qu'il continue de faire cette erreur de considérer que le monde arabe serait un monde homogène et monolithique. Comment peut-on aujourd'hui sérieusement considérer, par exemple, avec toutes les évolutions que l'on voit du côté de certains pays du Golfe, je pense aux Émirats arabes unis, je pense aussi surtout à l'Arabie saoudite, et ce qui est fait. J'ai regardé ça avec un regard très critique pendant des années, et je dois reconnaître qu'il y a des évolutions. On va pas se les cacher, il y a des évolutions. On ne peut pas aujourd'hui, par exemple, parler du monde arabe comme s'il s'agissait d'une unité, encore une fois homogène, et considérer que Mohamed Ben Salman et Bachar al-Assad seraient nourris par les mêmes objectifs, ou que Mohamed Ben Zayed aux Émirats arabes unis et que le président algérien Abdelmadjid Tebboune aurait la même vision. C'est faux. Ou que le roi du Maroc, Mohamed VI, et le régime iranien, les mollahs iraniens, enfin le Ali Khamenei, auraient la même vision. Donc le monde arabo-musulman, comme une entité unique, n'existe que dans l'esprit de ceux qui n'ont pas mis à jour leur logiciel. Et c'est valable, y compris pour les Israéliens d'ailleurs. Certains en Israël continuent de considérer que ce serait une unité. Il faut d'abord voir les divergences, les différences qui existent. Et la deuxième chose, la deuxième erreur qui est faite, me semble-t-il, c'est de ne pas regarder les évolutions qui ont été produites
par d'abord, ce qui a été appelé le printemps arabe, 2, les bouleversements qui ont été produits par la politique iranienne, la construction de l'arc chiite, qui cherche à la fois à encercler l'Arabie saoudite, mais aussi Israël, et cette volonté de vouloir véritablement, dans une logique hégémonique, peser dans la région moyen-orientale, et avec, comme point d'orgue, l'objectif final, la destruction de l'État d'Israël. Et cette incapacité à voir toutes ces transformations amène un certain nombre de diplomates à avoir une analyse totalement erronée. C'est-à-dire, j'ai l'impression, en écoutant certains, nous sommes encore dans les années 60, au lendemain de la guerre des 6 jours, et qu'il y aurait encore une guerre entre une entité arabe unique et l'État d'Israël et ses alliés occidentaux. Cela Ce n'est est pas totalement seulement un faux. conflit territorial, on est au-delà de ça. On est là, aujourd'hui, peut-être plus que jamais, dans un conflit idéologique entre le monde de l'obscurantisme, porté aujourd'hui par la République islamique d'Iran, et les démocraties incarnées sur le plan régional, localement par Israël. Parce que justement, quand on regarde là aussi la littérature islamiste, il y a beaucoup de choses qu'on reproche à Israël. Mais l'une des choses que l'on reproche à Israël, la démocratie israélienne, c'est qu'elle risque de pervertir les sociétés arabes et leur donner cette idée de vouloir justement se transformer en démocratie parce qu'ils voient qu'il est possible d'être un petit pays avec, je dirais, de création récente et d'avoir, je dirais, une vivacité dans sa société, une dynamique économique, etc. Je pense que beaucoup aimeraient que le conflit reste tel quel en entretenant un certain statu quo pour que l'État d'Israël ne puisse plus se développer davantage sur le plan économique parce que à ce moment-là, les rois, entre guillemets, et les raïs seraient nus. Comment se fait-il que ce petit État qui est né à la fin des années 40, après un drame, en l'occurrence la Shoah, l'Holocauste, etc., puisse émerger comme ça et construire en plein désert des choses extraordinaires? Et vous, qui avez du pétrole et qui avez toutes ces richesses, vous n'arrivez pas à générer sinon de la barbarie, voire de la peur et de la dictature auquel vous soumettez vos populations. Ça, c'est une chose qui est extrêmement compliquée pour certains des autocrates qui sont dans cette région du monde. Mohamed Sifoui, est-ce que l'offensive israélienne de ces derniers jours au Liban peut contraindre le Hezbollah à se désolidariser du Hamas ou plutôt décider d'un cessez-le-feu au nord qui serait découplé de la situation dans la bande de Gaza? Moi, je pense que d'abord, ce que recherche aujourd'hui le Hezbollah et plutôt ce que recherche l'Iran à travers le Hezbollah, c'est sauver le Hamas et sauver encore davantage peut-être le djihad islamique. Parce que au moins sauver l'un et l'autre et voir si, après la guerre, il serait possible pour les Iraniens de maintenir un proxy localement à Gaza. Et ce que veulent les autorités israéliennes, quelles que soient les réserves et les critiques que l'on peut leur formuler, est totalement légitime, c'est-à-dire la destruction de la capacité militaire et politique des deux principales organisations qui sont aussi à l'origine du 7 octobre, en l'occurrence le Hamas et le djihad islamique. Mais au-delà du 7 octobre, c'est parce qu'enfin les Israéliens ont compris qu'il n'était pas possible de maintenir dans leurs frontières sud un proxy d'un État qui veut véritablement leur destruction, en l'occurrence les Iraniens. Alors sur ce point, pardon, oui. Mohamed Sifoui, vous écrivez, je cite, être totalement favorable aux droits légitimes des Palestiniens, mais vous ajoutez que ceux-ci pourront être garantis seulement lorsque le Hamas ne sera plus en capacité d'être un acteur dans l'équation. On a eu tort dans certaines chancelleries d'entamer un dialogue certes discret avec le Hamas à partir de 2006-2007, à savoir sa prise de pouvoir par les urnes d'abord, puis par les armes dans la bande de Gaza en chassant à l'époque le Fatah sur place. C'est lié à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire une incapacité à avoir une vision beaucoup plus large et comprendre les transformations qui s'opèrent dans ce monde dit arabo-musulman. D'abord, une chose, ce que j'appelle la folie israélienne, ça a été l'une des fautes et des erreurs d'Ariel Sharon. On ne se désengage pas d'une région comme la bande de Gaza en sachant que ceux qui allaient diriger la bande de Gaza allaient être justement les islamistes du Hamas. Ce n'était pas encore le cas à l'époque, en 2005. Ah bah si, c'est justement, c'est-à-dire que la première force des islamistes, c'est d'avoir, par l'intermédiaire du Cheikh Yassine, assuré un véritable socle au sein de Gaza. Gaza, je dis bien Gaza, qui est bien différente des autres territoires palestiniens. On parlait de la stratégie de la ruche d'abeilles. C'est intéressant. Exactement, c'est ce qu'ils ont construit, c'est-à-dire cette logique qui est connue pour ceux qui travaillent sur les frères musulmans,
je l'avais déjà expliqué dans Takia, c'est les islamistes créent un certain nombre de centres culturels, de mosquées, etc., qu'ils dirigent. À travers aussi l'action sociale, ils arrivent à attirer, à endoctriner, à attirer la sympathie des gens qui sont sur un territoire donné. Donc Gaza était avant 2005 de toute façon acquise aux thèses islamistes. Largement, je dirais à 70%. C'est ce qui s'est d'ailleurs traduit politiquement par le vote. La deuxième erreur, c'est de ne pas comprendre qu'une organisation islamiste et terroriste voit se décupler sa force et sa capacité de nuisance lorsqu'elle contrôle un territoire. Et d'ailleurs, très vite, regardez ce qui s'est passé. En 2006, 2006-2007, le Hamas prend totalement le contrôle, fait main basse sur Gaza. Il vire les gens du Fatah et l'OLP. Et dès 2008, il y a une première guerre qui oblige les Israéliens à lancer l'opération Plan Durci. Et à partir de là, à chaque fois, il y avait ou des provocations ou des attaques qui poussaient les Israéliens à riposter. Et chaque attaque du Hamas était beaucoup plus sanglante et beaucoup plus importante qualitativement sur le plan opérationnel que la précédente. Cela veut dire quoi ? Cela voulait dire que le Hamas était en train de se préparer pour augmenter sa capacité de nuisance jusqu'à arriver à un niveau qu'on a vu malheureusement l'année dernière, le 7 octobre, et faire cette opération monstrueuse qui a coûté la vie à 1200 personnes. Ce que recherchait véritablement le Hamas dès le départ, c'est d'essayer de contrôler un maximum de territoire. Quand ils font semblant, après un moment de flottement au lendemain du printemps arabe, parce qu'ils sont en difficulté par rapport aux Égyptiens, il y a un renversement des frères musulmans en Égypte, il y a un lâchage de la part de la Syrie, parce que le Hamas n'a pas voulu soutenir Bachar al-Assad et a préféré soutenir plutôt les frères musulmans. Et lâchage aussi de l'Iran. Un premier lâchage de l'Iran. Après, la négociation, c'était qu'ils virent Khaled Meshal, qui avait, de leur point de vue, eu l'attitude qu'il ne fallait pas. Ils l'ont remplacé par Ismail Haniyeh. Cela allait correspondre en même temps avec la sortie de prison de Yahya Sinwar et sa montée en puissance à l'intérieur de Gaza. Et voilà, à l'intérieur de Gaza, progressivement, c'est Gaza de l'intérieur qui allait prendre le pouvoir en ayant un lien à la fois avec le Hezbollah et avec le régime iranien. Et le régime iranien a fait quelque chose de plus, c'est qu'il a demandé au djihad islamique et au Hamas, qui cohabitaient, je dirais pacifiquement, qui n'étaient pas ennemis, mais qui travaillaient chacun de son côté, de travailler ensemble. Et c'est ainsi qu'ils ont monté ce qui est appelé la Chambre des opérations coordonnées, ce qui est totalement méconnu en Europe et en France notamment. C'est cet état-major qui a été construit entre le Hamas, le djihad islamique, le FPLP, les martyrs d'Al-Aqsa, qui sont des dissidents du Fatah, le FDLP, etc. Donc on se retrouve avec une douzaine d'organisations et de milices armées qui sont à l'origine. L'agenda stratégique iranien désormais. Complètement. Parce que justement, l'intelligence stratégique des gens du Hamas, c'était de dire nous allons construire une sorte d'état-major qui va nous permettre d'absorber toutes les factions armées, et ainsi on va avoir une unité à la fois d'action tout en laissant une certaine indépendance, une certaine autonomie politique à chacune des organisations, c'est-à-dire que le FPLP, le FDLP, qui sont normalement à l'origine plutôt issus de la gauche palestinienne, se retrouvent totalement à l'aise en se faisant, d'une certaine façon, manipuler par le régime iranien à travers le Hamas. Et donc, arrivé à un moment donné, et c'est la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est pour ça que c'est inextricable. Ce que veut le Hamas, c'est revenir à une situation hantée 7 octobre. C'est-à-dire, on tourne la page comme si de rien ne s'était passé. Allez, ça, c'est impossible. C'est impossible. Évidemment qu'il ne faut pas l'accepter. Et les chancelleries européennes auraient tort, et même les Américains auraient complètement tort d'accepter cette logique. On a appelé ce matin sur ce point, Mohamed Sifawi, que le Hamas aurait accepté le retour de la gouvernance dans la bande de Gaza du Fatah. Est-ce que ça vous paraît une solution acceptable davantage ? Déjà, il y a une partie des gens du Hamas, parce que qui est le Hamas aujourd'hui ? Qui est légitime à représenter le Hamas ? En vérité, personne d'autre que Yahya Sinwar, en réalité. Alors, il y a des gens à l'extérieur qui sont liés soit aux agendas qataris, soit aux agendas turcs, qui peuvent faire des déclarations, mais en vérité, ce que préparait Ismail Haniyeh, avant sa mort, c'était une sorte de recyclage en proposant, y compris à
son ennemi traditionnel, Mahmoud Abbas, une sorte de gouvernement d'union nationale. Pourquoi ? Parce que les islamistes ont cette capacité à, je dirais, ne pas rompre, à épouser le cours des tempêtes et à essayer de laisser passer, faire le dos rond, comme on dit, laisser passer les périodes les plus compliquées pour se redéployer plus tard. Mais pendant ce temps, ils aimeraient participer, évidemment, à un gouvernement qui serait d'union nationale ou sous même l'égide du Fatah. Ça ne leur poserait aucun problème. La question qui doit être posée doit être très claire. C'est à partir de ce qui est en train de se passer, il n'est plus possible de permettre au Hamas de jouer un quelconque rôle politique et de disposer d'un quelconque armement. C'est ça qui doit être définitif. Et de l'autre côté, préparer véritablement, moi, si je devais me permettre de donner un conseil aux Israéliens, ce serait celui-ci, c'est véritablement se préparer, quoi qu'il en coûte, comme dirait quelqu'un, à faire en sorte à ce que le même démantèlement puisse avoir lieu avec le Hezbollah. Parce qu'aucun pays au monde, il faut arrêter l'hypocrisie, n'accepterait que dans ces deux frontières, il y ait des organisations terroristes surarmées qui ne rêvent que d'une chose, de la destruction du pays en question. Vous êtes d'opposé, par exemple, au cessez-le-feu de 21 jours qui a été évoqué ce matin, proposé par les États-Unis et la France. Qu'il y ait un cessez-le-feu, je dirais, humanitaire, temporaire, qu'il y ait un cessez-le-feu qui permette surtout de récupérer un maximum d'otages, c'est très bien. Mais l'objectif doit rester, l'objectif stratégique et géopolitique, c'est l'élimination militaire et politique du Hamas d'un côté, du djihad islamique de l'autre et du Hezbollah, bien entendu. Donc, si on sort, à mon sens, à mon humble avis, si Israël dévie de cette ligne, elle accepterait, ou ses dirigeants accepteraient, de mettre la pérennité de cet État en jeu. Et je puis vous assurer que ce que disent les islamistes est très simple. Ils ne comptent pas détruire Israël à travers une invasion du territoire israélien. Non, ils vous le disent, ils ont la méthode, ils l'ont trouvée. C'est la guerre d'usure. Faire en sorte à ce que la situation reste en statu quo et qu'une guerre d'usure permette définitivement de pousser les Israéliens à repartir ailleurs, à envoyer leurs enfants certaines zones de son territoire comme dans le Nord depuis le mois d'octobre. Ils commencent à réaliser ça. C'est-à-dire quand vous voyez que 65 000 personnes environ ont dû quitter leur foyer, qui sont dans des hôtels aujourd'hui ou dans leur famille ailleurs sur le territoire israélien, et que lorsque vous voyez que l'économie est quasiment à l'arrêt, qu'il n'y a quasiment plus de tourisme, que ce pays est diabolisé par la communauté internationale qui a accepté d'intégrer la propagande des groupements islamistes et à leur tête de l'Iran et de leurs alliés, voire de leurs alliés, y compris dans le monde occidental, comme ce qu'on a en France, la France insoumise pour les nommer. Quand vous avez cette situation-là, je peux vous dire une chose, et sans être alarmiste, c'est invivable. Donc pour sortir de cette situation et ne pas se laisser, je dirais, entraîner dans une destruction, c'est ce que veulent les ennemis d'Israël, incontestablement. Il faut désarmer le Hezbollah à minima dans le sud Liban. Il faut faire en sorte à ce qu'il n'y ait plus une capacité de nuisance stratégique. Un groupe terroriste continuera toujours d'être un groupe terroriste, mais ne plus être en mesure d'attaquer, comme ils le font aujourd'hui, le territoire israélien et la population israélienne. Merci beaucoup Mohamed Sifawi d'avoir été avec nous pour cet échange passionnant. J'invite nos lecteurs à découvrir votre nouveau livre « Hamas, plongé au cœur du groupe terroriste », est publié aux éditions du Rocher. Cet entretien est à retrouver notamment sur notre chaîne YouTube en vidéo. À très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup.